Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une longue vidéo que je prépare depuis un moment, que je suis ravi de pouvoir enfin vous partager. C'est mon classement pour cette saison de Ligue 1, mes pronos pour la Ligue 1 2021-2022. Alors on va démarrer tout de suite, dans quelques secondes à peine. Juste avant la petite note liminaire rapide, c'est de préciser quand même que cette vidéo elle est faite avec la plus grande humilité. La réalité c'est qu'il y a sans doute un seul club sur lequel je m'estime plus compétent, plus pertinent que la moyenne des observateurs, c'est mon club, l'Olympique Lyonnais. Pour tout le reste, j'ai fait le plus de recherches possible. Je pense qu'on va tous apprendre des choses, c'est dans une certaine mesure exhaustif, mais évidemment, ça le sera moins que pour un supporter qui suit son club semaine après semaine, saison après saison, chaque journée, chaque année. Voilà, on peut pas faire mieux que ça et plus complexe que ça, donc ça veut dire soyez pas trop inquiets, soyez pas trop déçus. Si votre club est un petit peu plus bas que prévu, ça veut pas dire grand chose. On est parti donc à la 20e place, j'ai mis le FC Metz. Alors ils avaient très mal fini la saison dernière, et il reste, quand on comprend la fin de saison dernière et le début de cette saison actuelle, sur les 17 dernières journées de Ligue 1, ils n'ont qu'une seule victoire, donc le moral à zéro, la dynamique vraiment assez épouvantable. À part Papsar qui sort vraiment du lot, ça manque, je trouve, de grands joueurs de qualité. Le départ de John Boy derrière, qui n'était pas un joueur de très grande qualité, mais leur a fait du mal sur les repères qu'ils ont en charnière centrale. Aucune victoire en 5 journées, alors que tu as joué plusieurs concurrents directs, des défaites contre Nantes et Troyes notamment, qui peuvent inquiéter. Sur la production offensive, alors Ibrahima Niane flambait en début de saison dernière, avant de se faire les croisés. Est-ce qu'il peut revenir à un niveau, on va dire, comparable cette saison? Peut-être. Est-ce qu'avec le retour attendu de Farid Boulaya aussi, ça pourrait aller mieux? Peut-être aussi, mais ça avait beaucoup de questions. Et la réalité, c'est que sur les indicateurs avancés que je consulte généralement, Metz n'est pas la pire équipe de Ligue 1. Je ne les vois pas nécessairement finir 20e. Je pense qu'honnêtement, ça va être très serré entre plusieurs équipes. Il n'y a pas d'évidence absolue cette saison. Il n'y a pas de Dijon 2020-2021, il n'y a pas de Toulouse 2019-2020 ou de Troyes 2015-2016, une équipe qui est vraiment nettement en dessous du lot. Donc je pense qu'on a une vraie lutte pour le maintien qui mêle 6-7 équipes. Les 6-7 peuvent finir à toutes les places, notamment cette dernière place. Voilà, je pense que Metz peut carrément se sauver, mais il fallait en choisir une. Et il y a quand même des motifs d'inquiétude assez forts du côté de Metz. À la 19e place, j'ai mis Saint-Etienne. Alors quand on regarde Saint-Etienne, je trouve qu'on voit un petit peu toujours la même chose. C'est mon observation sur ces dernières journées de Ligue 1. On voit toujours un peu la même chose, c'est-à-dire des fulgurances, oui, des éclairs, mais jamais une équipe qui réussit à prendre durablement le contrôle du match, qui réussit jamais à imposer sa loi sur de longues périodes. Ils réussissent pas à convertir leur moment de qualité occasionnel en un match de qualité, complet, maîtrisé, sur au moins, on va dire, 1 heure de jeu, 70 minutes. C'est trop sporadique quand on regarde Saint-Etienne. Alors à quoi est-ce que c'est dû? Peut-être un manque d'expérience, c'est vrai, globalement on a un effectif qui est assez jeune. Peut-être un petit manque de volume aussi, d'énergie, mais je pense surtout un manque de qualité tactique, intelligence collective, je mets tout un peu dans la même case. Les transitions offensives par exemple, qui sont pas toujours très bien jouées, on en a vu plusieurs contre Montpellier où les mauvais choix sont faits, c'était ce week-end. Même sur attaque placée, on a un top exemple ici de la contradiction stéphanoise, c'est une super prise de balle de Neyou pour attaquer le dernier tiers, mais le choix derrière il est catastrophique. Donc voilà, tout n'est pas à jeter du côté de Saint-Etienne. Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'intéressent. On en avait fait une vidéo d'ailleurs en début de saison dernière. Mais collectivement, je vois beaucoup de manques, même sur l'état d'esprit qui me semble pas être à la hauteur de la situation. Quantitativement, je trouve l'effectif un peu démuni. Donc voilà, c'est des choses qui m'inquiètent. Encore une fois, ça ne veut pas dire nécessairement que Saint-Etienne finira 19e. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à cette place, mais ils font partie de ces équipes. Ils font partie de ces 6-7 équipes. À voir. Voilà pour Saint-Etienne, 18e place, j'ai mis Bordeaux. Alors avec l'arrivée de Gérard Lopez aux commandes, beaucoup de mouvements dans les deux sens, et un renouvellement assez significatif de l'effectif. Aucun transfert à plus de 4 millions d'euros, mais plein de petits coups, notamment au Portugal avec Gideon Mensah et Ricardo Mangas qui ont été pris à Boavista, avec le vétéran Fran Sergio recruté à Braga. Il y a des jeunes à suivre, Sekou Mara par exemple, plutôt intéressant sur ce début de saison. Timothée Pembele, qui devrait avoir pas mal de minutes, et ça c'est une super chose. Yacine Adli, vendu à l'AC Milan, mais reprêté dans la foulée à Bordeaux, qui donc en profitera encore 1 an. Et enfin, une arrivée qui m'intéresse plutôt, c'est celle de l'ailier néerlandais, on l'a vu jouer d'ailleurs quelques minutes ce week-end contre Lens, c'est l'ailier néerlandais, Javairo Dilrosun. Il est prêté avec option d'achat par le Hertha Berlin, formé à l'Ajax, puis à Manchester City, un peu entre les deux. Il a 23 ans,
Et bon, il y a des doutes, il n'a pas encore vraiment lancé sa carrière, pas encore de saison pleine sous sa ceinture, mais je pense qu'il y a un potentiel à exploiter. Donc ça, c'est pour les bonnes choses du côté de Bordeaux, mais globalement, l'effectif manque cruellement de certitude. Ils repartent vraiment de zéro, avec finalement très peu de fondations sur lesquelles construire, et dans le jeu, en fait, quand on regarde les matchs, tout ça, c'est, on va dire, sur le papier, c'est théorique, mais quand on regarde les matchs, c'est catastrophique. Grosse faiblesse sur coup de pied arrêté aussi, pour parachever le tout, on l'a vu contre Lens. C'est un problème parmi d'autres, mais sur la production, c'est super faible. Alors, je pense qu'il y a un peu de rodage, avec un nouvel entraîneur, plein de nouveaux joueurs. Ça devrait progresser. C'est pour ça que je ne vois pas nécessairement Bordeaux descendre. On les a mis 18e pour moi, s'ils finissaient 18e, ils remporteraient sans doute leur barrage, ça c'est la théorie. Il pourra même finir un petit peu au-dessus. Mais pour l'instant, c'est vraiment inquiétant et c'est peut-être pour l'instant l'équipe la plus faible de Ligue 1. Donc ça fait peur. 18e Bordeaux, 17e Nantes. Pas un mauvais match contre Nice ce week-end, donc c'est peut-être un peu contre-intuitif parce qu'il reste sur une prestation plutôt aboutie. Beaucoup plus de volume offensif qu'à l'accoutumée. Mais disons que je le vois plus comme l'exception que comme la règle véritable. Et c'est aussi ce que montrent les statistiques en réalité. C'est l'équipe avec le plus faible volume de possession en Ligue 1, 37%. C'est l'équipe avec le moins de ballons touchés aussi. Il y a un peu de percussion, un peu de danger qui est amené par Moses Simon, qui est un peu le facteur X de cette équipe. Entre Blas et Kolo Muani aussi, il y a du talent dans le dernier tiers. J'ai bien aimé Ousmane Boukari contre Nice, mais je dirais que c'est pas vraiment sur eux que Kombouaré construit son idée de jeu, sa philosophie. À Nantes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve surtout une équipe qui est pas facile à bouger. C'est ça son identité première. Elle est articulée autour d'un bloc médian, donc positionné sur une zone plutôt médiane, mais qui est très agressif, qui sort beaucoup sur le porteur, bloc médian agressif, et qui, à mon avis, je pense que l'idée derrière les plans de jeu de Kombouaré, c'est passer le plus longtemps possible en restant dans le match, en restant à 0-0, et ensuite profiter de ces rares situations, de ces transitions offensives. Le problème avec cette approche, c'est que Nantes, quand je vois Nantes, je les trouve pas assez tueurs pour être vraiment cette équipe cauchemar de la Ligue 1. S'ils étaient très solides, bloc médian agressif, et que sur leurs quelques opportunités, ça allait au fond, ouais, ce serait une équipe que t'aimes pas jouer, mais en fait, ils sont assez peu dangereux, je trouve, devant, pas assez efficaces dans la zone de vérité. Donc c'est une approche restrictive dans son ensemble, qui pourrait payer s'il y avait plus d'efficacité offensive en transition notamment, mais je la vois pas. Donc je les imagine être à peu près dans cette zone, parce qu'il n'y a globalement pas beaucoup de volume et pas beaucoup de production. 17e Nantes, 16e Troyes. J'ai mis 3, c'est la 3e saison pour Laurent Batles sur le banc troyen, et globalement c'est une équipe qui pratique un football assez séduisant dans l'ensemble, un recrutement plutôt ambitieux aussi, avec des joueurs qui connaissent la Ligue 1 certains, comme Mama Baldé de Dijon pour 3,5 millions d'euros, je trouve que c'est une très bonne pioche. Un attaquant explosif, percutant, bon des deux pieds. Renaud Ripart, un milieu offensif de combat qui rechigne pas à l'effort, avec de grosses qualités de leadership. Et puis parmi les habitués de notre championnat, ils ont pris aussi Xavier Chavalrin, Youssouf Koné, Adil Rami bien sûr. Bon, c'est pas des top recrues, c'est plusieurs joueurs qui sont descendus en Ligue 2 avec leur club, Mama Baldé, Renaud Ripart notamment, mais ils viennent apporter leur expérience et leur expérience du championnat français, de la Ligue 1, avec ensuite d'autres mouvements un peu plus exotiques et peut-être encore plus excitants. Un gros investissement notamment sur Metinho, qui est un milieu central brésilien de 18 ans acheté à Fluminense pour 5 millions. Il n'a pas joué pour l'instant, mais ses premiers pas sont à suivre. Le prêt de Gerson Rodriguez du Dynamo Kiev aussi, qui a marqué contre Metz hier, ce qui n'était pas le cas au moment où j'ai écrit ces lignes, mais c'est vrai, il a marqué contre Metz en plus, j'ai vu son but. Globalement, on sent l'influence, je trouve, du City Football Group dans la gestion troyenne, avec Philippe Sandler, Eric Palmer-Brown, Issa Caboret et Patrick Roberts. Ils se sont fait prêter 4 joueurs de Manchester City. Ils ont pris Yasser Laroussi de Liverpool aussi, voilà, des jeunes anglais ou anglo-américains, ou simplement joueurs issus de ces championnats, de ces équipes, du grand réservoir de Manchester City. Globalement, c'est un mercato record pour eux, avec plus de 20 millions d'euros d'acquisition, et ils ont fait, sur cet été, leurs 5 transferts les plus chers de leur histoire. C'est donc Metinho, Baldé, Ripart, Kwame et Biancone, dont on n'a pas parlé. Les 5, ils les ont pris cet été. Ça montre qu'il y a de l'ambition à 3, et on imagine que pour le City Football Group, l'idée d'installer durablement un club en Ligue 1, c'est une belle carotte. Ça deviendrait le club sans doute le plus compétitif de leur groupe, derrière Manchester City évidemment. Donc voilà, c'est une équipe à suivre, je trouve, qui pratique un football offensif assez attrayant. Ils ont pris un vrai coach avec Laurent Batles, quelqu'un qui s'ancre un peu dans la philosophie du City Football Group. Ils sont 16e pour l'instant, c'est le positionnement auquel je les ai mis. Ils sont 16e, mais ils ont joué le PSG et Monaco, sans être ridicule, très loin de là, mais en même temps avec plus de difficultés forcément pour prendre des points.
Bon, ils engrangent leur première victoire ce week-end, je pense qu'ils se sauveront et qu'ils pourront enclencher ensuite la seconde vitesse dans le projet du City Football Group, c'est l'idée. Alors peut-être qu'ils seront un petit peu trop joueurs pour leur bien, ça me fait penser aussi un peu à Norwich, franchement j'ai hésité à les mettre 20e, ce qui montre un peu l'amplitude qu'on a sur cette zone avec ces 5, 6, 7 équipes. Mais voilà pour 3. Ensuite j'ai mis Lorient, alors c'est une équipe que j'ai trouvée très séduisante contre Lille vendredi, j'ai regardé le match. Ils ont battu Monaco aussi en début de saison et tenu tête contre Lens, c'est donc une entame plutôt réussie. À l'image de ce que montre Terem Moffi, déjà 2 buts et 2 passes décisives pour lui, il est dans la continuité finalement de son exercice 2020-2021 où il avait planté 14 pions à l'époque. C'est un super joueur et s'il évite les blessures, je pense qu'il devrait permettre à Lorient de se sauver. J'avoue que je place beaucoup d'espoir en Terem Moffi, avec un joueur comme ça, plus dur d'envisager la relégation, mais il faut qu'il reste en santé, il faut qu'il ne se blesse pas. Maintenant, je vois pas non plus une équipe qui postule à la première partie de tableau, assez loin de là d'ailleurs, parce que la production d'ensemble est quand même assez moyenne sur ce début de saison. Malgré les victoires, si on regarde les stats avancées, c'est pas ultra glorieux. Et l'effectif est un peu court en qualité aussi, le départ de Yohan Wissa à Brentford fait mal. J'aime bien Armand l'orienter, et à 22 ans, donc théoriquement une belle marge de progression pour lui, bah, il devrait nous montrer encore de belles choses. Mais je trouve qu'il a aussi beaucoup de progrès à faire dans les choix, dans son intelligence de jeu. Il y a des prises de décision, notamment contre Lille vendredi, qui étaient vraiment moyennes. Une entente avec Terem Moffi qui me semble nettement à parfaire aussi, on le voit bien sur cette situation. Et globalement, il y a sans doute un petit manque de volume offensif, avec 500 ballons touchés dans le dernier tiers cette saison, sur les 5 premières journées, 500 ballons touchés dans le dernier tiers par Lorient. Personne ne s'est moins projeté dans cette zone en Ligue 1. Ils sont derniers du classement sur le nombre de ballons touchés dans le dernier tiers. Personne n'a touché moins de ballons que dans la surface adverse aussi. Ils sont 19e en dribble. Voilà, ces indicateurs, ils sont pas rassurants. Il y a peut-être un petit manque d'énergie quand même et de projection dans leur entrejeu. Quand on regarde l'entrejeu, c'est pour l'instant Lemoine, Abergel, Monconduit. Est-ce que Enzo Lefebvre peut revenir sur ce rôle de titulaire? Lemoine, Abergel, Monconduit, c'est vieillissant, pas beaucoup d'énergie dans cette zone. Ça peut expliquer sans doute le manque de production en général de Lorient et ça m'empêche de les mettre encore plus haut. Donc voilà, Lorient 15e. 14e place, j'ai mis Brest. En fait, ils se sont séparés d'Olivier Dalloglio pour prendre Michel Derzakarian. Les deux ont échangé de club puisque Dalloglio est actuellement à Montpellier. Donc avec ce changement, Brest évolue, mais ambitionne peut-être de conserver une partie de son identité joueuse tout en étant un peu moins naïve. Si c'est le cas, ça devrait lui permettre théoriquement d'engranger encore plus de points. En tout cas, je trouve qu'ils ont gardé l'intensité qui faisait leur force, qui les rend toujours un peu difficiles à jouer. Pas sûr qu'ils se soient renforcés au mercato. J'aime bien Del Castillo sur l'aile, mais la perte de Romain Perrault, latéral gauche, est importante. Au moins, ils ont pu garder Romain Fèvre, dont le transfert au Milan AC à l'AC Milan a été avorté au dernier moment. C'est un bijou de joueur qui a brillé très très fort sur ce début de saison, qui a un élément clé de l'animation offensive brestoise. C'est très bien qu'il l'ait gardé. Globalement après, il y a des joueurs plutôt expérimentés, plutôt rompus aux joutes de la Ligue 1. Je suis un peu partagé sur Irvine Cardona, le 9, qui me semble être un attaquant très instinctif, mais pas assez efficace à mon goût, qui rate encore pas mal de situations, on en avait parlé dans une vidéo l'année dernière. Mais globalement, c'est pas une équipe que je vois descendre. Cette saison, pour l'instant, c'est la 4e équipe de Ligue 1 avec le plus de tirs cadrés, donc ils sont à peu près milieu de tableau sur tous leurs indicateurs avancés, sauf celui-ci où ils sont assez hauts. J'imagine un maintien qui sera pas ultra confortable, pas 5 ou 6 journées avant la fin, mais un maintien quand même. 13e place, j'ai mis Reims. Alors, quelques pépites excitantes du côté de Reims. L'ailier Nathanaël Mboukou, 19 ans seulement. Le feu follet Ilan Kebal, qui a un vrai plaisir, 23 ans. J'aime bien Moreto Kassama aussi, 23 ans pareil. Derrière, il y a Andrew Gravillon et Wout Fess, les deux, 23. El Bilal Touré, j'ai l'impression qu'il est là depuis toujours, mais 19 ans seulement. Tout ça, c'est à l'image d'un effectif qui est très très jeune. Je pense le plus jeune de Ligue 1, j'ai pas vérifié la statistique, mais à part Pento, qui a 40 ans, 3e gardien, et Younis Abdelhamid, 33 il me semble, il n'y a aucun joueur qui a plus de 28 ans. 28 ans, je crois que c'est Valon Berisha. D'ailleurs, c'est à l'image de leur coach, Oscar Garcia, qui en a quoi, 48. Il est sur le podium des entraîneurs les plus jeunes de Ligue 1. Je crois que c'est Stéphane 40 et Batles 45. Oscar Garcia 48 et peut-être Pochettino 49, un truc comme ça. Mais voilà, le revers de la jeunesse, il existe, c'est bien sûr l'inconstance qui va avec, l'inexpérience et l'inconstance qui va avec cette inexpérience. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont 50, 60 matchs de Ligue 1 sous la ceinture. La perte de Boulaïdia, c'est bien sûr un gros coup dur, il est parti à Villarreal cet été. 14 buts pour lui l'an passé, je vois personne vraiment dans cet effectif reprendre le flambeau et assurer cette même production cette saison.
Maintenant, globalement à Reims, ça travaille toujours assez bien et je me fais pas d'énormes soucis non plus pour cette équipe. Donc c'est pour ça que je les ai mis 13e, juste derrière Strasbourg. Alors c'est marrant, c'est une équipe qui est globalement à sa place ici depuis leur remontée. Ils ont fait 15e, 11e et 15e, donc c'est globalement leur rang. Et je trouve leur mercato plutôt intéressant. Ils ont pu garder Ajorc, bonne chose. Ils ont ajouté à ses côtés Kevin Gamero qui revient dans son club formateur, tout en ayant sur le banc Habib Diallo et Majid Waris. Je trouve qu'il y a de la profondeur dans le secteur offensif. Au milieu, Bellegarde, Thomasson, Ibrahima Sissoko, Jean-Eudes Aoulou, ça me plaît dans l'ensemble. Et derrière, je pense que la pioche, Lucas Perrin, c'est bien vu. Maxime Lemarchand, pourquoi pas. Et t'as toujours Djikou qui est un bon central. Voilà, j'ai peut-être un biais parce qu'il y a pas mal de joueurs que j'aime bien à Strasbourg, mais je les vois pas vraiment faire pire que l'an passé. Je pense que Julien Stéphan a le matériel pour faire du bon travail, peut-être du meilleur travail encore que Thierry Loret, peut-être une approche un peu différente, un peu plus protagoniste, à voir. Il y a du boulot, c'est sûr, au niveau du secteur défensif, mais après, on est sur une équipe qui a aussi joué en 5 journées déjà, qui a joué Paris au Parc des Princes et Lyon au Parc OL, en étant loin d'être ridicule à chaque fois, donc ça joue dans mon positionnement, dans mon classement. 11e place, le Clermont Foot, notre dernier promu de ce classement, une des vraies sensations du début de saison. L'illustration parfaite quelque part du promu joueur, l'archétype parfait du promu joueur. Ils ont gardé Mohamed Bayo contre toute attente, j'ai envie de dire. Le meilleur buteur de Ligue 2 l'an passé avec 22 réalisations, déjà 3 pions cette saison pour lui en 4 apparitions, mais aussi un bon sens de la passe, un bon presseur, une top qualité de déplacement, beaucoup de choses à aimer chez Mohamed Bayo. C'est un vrai attaquant complet et il a développé une bonne entente en plus avec le béninois, l'ailier droit, que j'aime beaucoup aussi, virevoltant, percutant, Jodel Dossou. Très spectaculaire, je vous recommande absolument les clips de ses meilleurs moments du côté de Clermont cette saison. Voilà, globalement il y a un beau collectif dans cette équipe qui est menée d'une main de maître, bien sûr par le théoricien Pascal Gastien, dont le fils Johan est son relais privilégié dans l'entrejeu, qui est nommé en référence à Johan Cruyff. Forcément, il y a beaucoup de choses à aimer du côté de Clermont quand on dit tout ça, mais c'est pas que les sentiments qui parlent, quand on regarde les chiffres aussi. Sur ce début de saison, personne n'a tiré plus qu'eux, premier en tir devant l'OM et le PSG, premier en XG, en expected goals avec 9,9 XG, total le plus élevé de Ligue 1 à nouveau, devant le PSG deuxième, l'OM troisième et l'OL quatrième. Premier en corner, personne n'a plus de corner qu'eux, 37. Deuxième en passe clé avec 63. Troisième en passe réussie dans la surface avec 47. Quand tu es aussi productif et que la mentalité suit aussi, on voit une très belle solidarité, les efforts sont fournis en nombre et belle solidarité collective du côté de Clermont. Quant à tout ça, forcément tu mets des chances de ton côté et pour moi ça te permet d'assurer assez facilement ton maintien. Maintenant l'effectif n'est pas ultra profond qualitativement et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller. S'il y a une ou deux blessures, notamment une de Bayo, de Dossou, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Mais je les vois globalement se maintenir et se maintenir en brillant, ce qui fait plaisir, et ils sont une des belles images, une des belles histoires de ce début de saison en Ligue 1. Voilà pour Clermont. Une autre belle histoire, c'est quand même Angers, une équipe qui est très séduisante sur ses 5 premières journées et qui est sur son plan A assez joueuse, ce qui tranche un peu avec ce qu'on connaît d'Angers depuis un moment. Ils ont les éléments pour être joueurs, il faut dire, Sofiane Bouffal, Angelo Fulgini, Mohamed Alicho bien sûr, le jeune Baptista Mendy que j'adore, quelques super joueurs et Bernardoni dans les buts aussi, donc il y a du talent dans ce 11. Et il y a des bases solides, on va dire, un ADN qui est aujourd'hui plus centré autour du jeu, sous Gérald Baticle, mais qui est traditionnellement basé autour de la solidité, qui lui permet peut-être assez facilement de trouver un plan B quand ça marche un peu moins bien, comme ce week-end par exemple. Après voilà, sur 38 journées, on n'a pas eu l'opportunité d'éprouver vraiment les limites qualitatives et quantitatives de cet effectif. Et voilà, de ce point de vue, Angers n'est pas l'équipe la mieux fournie, il faut le dire. C'est pour ça que j'étais un peu conservateur dans mon classement, 10e seulement. Mais je les vois en gros entre la 13e et la 8e place. Pour moi, ils seront dans cette zone. Et ils le seront en jouant assez bien. Donc match d'Angers à regarder cette année. Rennes, 9e. Ce serait une grosse déception quand même pour eux, pour une équipe qui avait accroché le podium sur la saison tronquée en 2020-2021, que j'imaginais même gratter la place de Dauphin l'année dernière, mais qui semble désormais être un petit peu sur la pente descendante, avec beaucoup de points d'interrogation quand même, parce que j'aime plutôt les recrues. Kamaldine Souleymana, je le suis depuis un moment, je pense que c'est une très bonne pioche. Pareil pour Lovro Madjer, Baptiste Santamaria et Gaëtan Laborde, bon, on connaît bien leur qualité, et Loïc Badé, ça c'est une très bonne prise. Ça va sans doute prendre un peu de temps à intégrer, peut-être qu'avec les retours de blessures de Doku, qui a raté les 2 derniers matchs, les 2 défaites de Rennes, bon, peut-être que ça ira beaucoup mieux, mais pour l'instant je trouve la production assez pauvre, et les chiffres vont dans ce sens. C'est la 19e attaque de Ligue 1 en nombre de buts et en nombre de tirs. Malgré un fort volume de possession, ils sont la 5e équipe de Ligue 1 en possession,
Et c'est des indicateurs, c'est une conjonction d'indicateurs qui ressemble quand même assez bien à une équipe Bruno Genesio, beaucoup de possessions stériles, les fameux circuits en U, et même si malgré la perte de Camavinga, qui fait quand même mal, même si malgré cette perte, et les individus sont assez talentueux, il y a un effectif qui est pas dégueulasse, bah je sais pas si cette équipe réussira à dégager quelque chose de collectivement impressionnant, c'est un peu ma réserve sur ce Rennes de Genesio, c'est pour ça qu'ils sont seulement 9e, en plus la Conference League qu'ils vont disputer pourrait leur coûter des ressources supplémentaires, voilà, à voir ce que ça donnera. 8e place, j'ai mis Montpellier. Alors, à Montpellier, le défi, il est assez simple, c'est reconstruire sans Delors et sans Laborde. Mais il y a un nouveau duo qui est en train de bien marcher, qui a très bien marché ce week-end, j'ai adoré leur match. C'est le duo Tedji Savanier, Steffi Mavididi, le Stedji Savadidi. Bon, avec ça, tu as des arguments, ils ont été très bons. On a vu contre Saint-Étienne ce week-end, les deux vraiment en super forme. Ils se trouvent bien aussi, à l'image de l'extérieur de Savanier sur le premier but qui sert Mavididi. Super conclusion alors qu'il est à l'arrêt, et alors qu'il est aussi fondamentalement un joueur très dynamique. Ça aussi, il l'a prouvé sur le deuxième but, une top accélération dans son couloir qui lui permet de servir Valère Germain pour le deuxième but. Donc voilà, entre ce top Mavididi et ce Savanier qui prend le brassard, qui va endosser encore plus de responsabilités et qui continue de montrer la hauteur de son plafond, quand il est à son niveau plafond, il est assez extraordinaire. Bah voilà, il y a du potentiel, je suis assez intrigué aussi par le très jeune ailier Wai aussi, 18 ans seulement, pas encore très efficace dans la surface, et peut progresser sur ses appels sans doute, mais il y a quand même de la qualité à exploiter, 18 ans, il y a un gros potentiel en tout cas. J'aime plutôt, je dois dire aussi, le recrutement de Mamadou Sakho, qui va apporter sur le terrain, on l'a vu déjà, mais dans le vestiaire également. Valère Germain, je pense que ce week-end on a observé les qualités qu'il avait plus de mal à montrer à Marseille, bon tu perds quand même beaucoup au change par rapport à Delors, je pense que ça m'inquiète plus que ça me rassure tout de même. C'est une situation, il y a une situation dans le match où on l'a senti nettement moins acrobatique que son prédécesseur, moins flexible. J'ai encore des doutes sur plusieurs choses, le secteur défensif notamment qui concède quand même pas mal d'espace. Est-ce que Montpellier peut être aussi fort en déplacement qu'à la Mosson, par exemple, en 2019-2020, la dernière saison quelque part où il y avait du public et où le fait d'être à domicile comptait? Bah, avant l'interruption, ils étaient 3e au classement domicile, mais 17e, je crois que c'est 17e au classement extérieur, en dehors de leur base. Voilà, ça va être un point important. Il y a des questions, mais dans l'ensemble, il me semble y avoir un effectif suffisamment talentueux pour viser le top 10. Et c'est dans cette zone qu'on devrait retrouver Montpellier. Ils ont fini entre la 6e et la 10e place 4 fois sur les 4 dernières saisons. Donc 8e, ça me semble relativement cohérent. 7e place, j'ai mis Lille. Forcément, là aussi, un peu comme Rennes tout à l'heure, ce serait une immense déception pour Lille de finir 7e. Ils sont quand même champions de France en titre. Ils n'ont pas été totalement déplumés cet été pour un champion de France. Ils ont perdu en gros Soumaré à Leicester, Maignan à l'AC Milan, Luis Araujo à l'Atalanta en MLS. Mais ils ne se sont pas vraiment renforcés non plus. Et globalement, je vois un 11 qui est dans son ensemble plus faible, un effectif qui est moins fourni, un changement d'entraîneur qui me semble pas tout à fait à la hauteur de la situation, pas très inspiré, sans être excessivement sévère. À propos de Jocelyn Gourvenec, je pense pas qu'il soit un coach de chapeau 1 de Ligue des Champions, pour être honnête. Et voilà, juste peut-être un petit peu moins d'envie aussi, de désir que l'an passé, quand tu avais la possibilité d'aller conquérir ce titre de champion de France, et qu'ils ils l'ont fait de manière magnifique. Là, on imagine que la saison de la confirmation, mentalement, c'est un petit peu plus dur de solliciter le même niveau de désir, de faim. C'est un peu la saison de la gueule de bois pour Lille, ça pourrait être la saison de la gueule de bois, en tout cas pour Lille. Et c'est ce qu'on ressent un peu pour l'instant. Après, il y a quand même suffisamment de talent individuel dans cette équipe pour te maintenir à un certain niveau sur 38 journées. Le retour de Renato Sanchez va faire du bien. Peut-être la saison de la confirmation pour Jonathan David. Bourak, toujours là. Yazidje, Botman, Ikoné, André, Fonté. Entre autres, tous ces gars-là n'ont pas perdu leur qualité du jour au lendemain. Il y a des leaders aussi, ça compte. Voilà, je vois pas une catastrophe pour Lille, et je les vois pas en dessous de cette 7ème place. Cette 7ème place est vraiment leur plancher. On a été sévère en les mettant en 7ème, parce que c'est le minimum pour moi de leur amplitude. Mais ils pourraient souffrir quand même du fait qu'il y ait beaucoup de belles équipes en Ligue 1 cette saison, et je vois pas vraiment qui mettre en dessous dans les 6 prochaines équipes que je vais citer. Donc on commence par Lens, 6ème, Seko Fofana qui est super bien parti, Gaël Kakuta toujours aussi fort, Arnaud Kalimundo qu'ils ont été bien inspirés de faire revenir, Ignatius Ganago, Facundo Medina, Jonathan Klaus, tous sont restés, et on a une super belle ossature avec ça. Globalement leur mercato est bon, le fait d'avoir conservé leurs meilleurs joueurs, avec en plus l'arrivée de Frankowski qui est déjà à 3 passes D sur ce début de saison. C'est un peu l'an 2 de Franck Hez en Ligue 1, la saison de la confirmation, quelque part les principes peuvent être encore plus travaillés, on va peut-être voir des touches ajoutées en plus. C'est pour l'instant la 2e attaque de Ligue 1 en nombre de buts, la première en nombre de tirs cadrés. C'est une équipe qui est tout simplement dans la continuité de sa production, qui était déjà très impressionnante l'année dernière, qui est toujours aussi séduisante, attractive, efficace.
Je pense aussi que c'est une équipe qui va avoir très faim, qui aura un haut niveau de désir. Ils ont raté l'Europe de rien l'année dernière en s'écroulant un petit peu sur la fin de championnat. Donc ça veut déjà dire qu'ils ne la joueront pas cette saison. Ils auront plus d'énergie, plus de ressources. Mais en plus, ils auront un désir très très fort de l'accrocher, de se refaire. Donc je vois beaucoup de belles choses à Lens. Je pense qu'ils vont continuer à être séduisants. Et ils peuvent même peut-être rêver de la 5e place. Où j'ai mis Monaco, 5e place, j'ai mis Monaco, qui pour aller vite me semble être une formation assez déséquilibrée. Alors ça veut dire qu'avec le ballon, je la trouve généralement séduisante. C'est l'équipe avec le plus de ballons pour l'instant en Ligue 1 cette saison, le plus de ballons touchés dans la surface adverse. C'est la 2e avec le plus de ballons touchés dans le dernier tiers adverse, derrière le PSG. Et personne n'a plus de possession qu'eux, 64,2% en moyenne sur les 5 premières journées, personne ne fait plus. Mais ils ont du mal à convertir ce volume en vraie situation. Ils ont que le 18e total de tirs, par exemple, en Ligue 1, ce qui est assez impressionnant quand tu as le plus grand nombre de ballons touchés dans la surface adverse, mais le 18e total de tirs, il manque quelque chose. Et surtout, deuxièmement, à la perte, là je les trouve un peu inquiétants, ils sont en grande difficulté. Si on enlève les exploits d'Aurélien Tchouaméni, qui est un joueur hors norme, peut-être mon préféré en Ligue 1, et si on enlève aussi les exploits de Youssouf Fofana, globalement on a un secteur défensif très fragile, à la fois collectivement, c'est-à-dire qu'il laisse beaucoup d'espace, qu'il y a de très gros progrès à faire je trouve sur sa lecture tactique, mais aussi individuellement. C'est une des équipes par exemple en Ligue 1 dont les joueurs se font le plus dribbler, 6e de ce classement peu glorieux, alors qu'elle a pourtant la plus haute possession du championnat. En plus, ça veut dire qu'ils sont l'équipe qui se font la plus dribbler, 6e de ce classement, alors qu'ils ont la plus haute possession, ils laissent que 33% du ballon. C'est un peu inquiétant. Et pour toutes ces raisons, je ne les vois pas accrocher le podium. Maintenant, fondamentalement, sur 38 journées, les deux choses qui comptent le plus pour moi, pour toutes les équipes, c'est 1, le coach que tu as, et c'est 2, la profondeur de ton effectif, la qualité globale de ton effectif. Ça veut dire que dans ce classement, moi je crois beaucoup en Niko Kovac. Je pense qu'il est à peu près top 3, top 4 des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Et 2, je trouve qu'il y a un très bel effectif à Monaco dans l'ensemble, même si le secteur défensif pourrait être plus fourni. Donc ça les empêche de descendre trop bas. 4e place, et là on commence à entrer dans des zones assez périlleuses où les 4 sont vraiment très compétitifs. 4e place, j'ai mis l'OL. J'ai beaucoup parlé de l'Olympique Lyonnais cet été, mon club, plusieurs vidéos qui leur ont été consacrées, mais en synthèse, pour aller assez vite et pour utiliser une métaphore filée marine, je dirais que le navire lyonnais, qui est un petit peu traditionnellement un peu lent à manœuvrer, a colmaté plusieurs de ses brèches cet été. Il prenait l'eau de toutes parts la saison dernière, il a colmaté plusieurs de ses brèches, et sans être encore arrivé à bon port, loin de là, il a fixé un cap qui me semble assez pertinent. Voilà, métaphore un peu longue, mais je dirais les brèches qui ont été colmatées, c'est d'abord l'arrivée d'un coach qui est non seulement ambitieux dans le jeu, mais qui surtout colle à l'identité lyonnaise. On parle quand même d'un club qui, dans ses catégories de jeunes, prône un foot ultra offensif, très agressif sans ballon, avec un pressing à la perte systématique. Quand tu as une ligne méthodologique aussi claire au niveau de ta formation, et quand tu formes autant de bons joueurs, quand ton modèle économique en plus repose sur le fait de former ces joueurs, c'est dommage que le contexte que ces joueurs rencontrent en équipe première soit aussi différent. Avec Peter Bosz, il y a enfin de la cohérence dans le pipeline lyonnais, dans le processus de production de footballeurs lyonnais. Et pour une équipe qui repose autant sur sa formation, pour être performant déjà à court terme, il y a plusieurs joueurs qui intègrent le 11 type et le 18 on va dire, mais aussi pour se financer à moyen terme, long terme, c'est une très bonne chose d'avoir pris Peter Bosz. Ça c'est le premier élément, coach de qualité et cohérent par rapport à l'identité du club, ok, c'est la première fuite qui est bouchée. La deuxième, c'est sûrement ta ligne de 4, où il y avait un énorme manque de qualité sur les saisons précédentes, et là, Maxwell Cornet et Marcelo ont été remplacés par Emerson Palmieri et Jérôme Boateng. Bon, bien sûr, il faut qu'ils évitent les blessures, et il y a encore des questions en suspens, mais indiscutablement, tu as renforcé ton secteur défensif. Donc deuxième brèche colmatée, et la troisième, c'est, je dirais, la plus grosse faiblesse à Lyon depuis un moment maintenant, presque des temps immémoriaux. La plus grosse faiblesse à Lyon, c'est la mentalité. Alors ça se joue en 3 points. C'est une équipe où je dirais traditionnellement les efforts sont faits avec parcimonie. Ça déteint nettement sur sa production avec et sans ballon. C'est une équipe un peu flemmarde. Donc ça c'est le gros problème de mentalité. Le deuxième, c'est que c'est une équipe qui se déconcentre beaucoup, qui perd la maîtrise des événements, qui arrête de jouer en menant au score autour de la 70e minute, et qui a eu beaucoup de points lâchés sur les dernières saisons, a lâché beaucoup de points en ayant mené au score. Troisième grosse faiblesse mentale, après le côté déconcentration et après le côté flemmard. 3 grosses faiblesses mentales. Troisième grosse faiblesse mentale, c'est une équipe qui disjoncte vite. 10 cartons rouges la saison dernière, elle est à la première place de ce classement assez peu glorieux à nouveau. Personne on avait pris plus en 2020-2021. Donc cette grosse faiblesse mentale, elle ne va pas changer du jour au lendemain.
Mais je pense que le vestiaire il va dans le bon sens. Il compte de plus en plus de guerriers, de joueurs qui rechignent pas l'effort. Paqueta, Guimarães, Cacré au milieu, les arrivées de Boateng, de Shaqiri aussi. Je vois encore pas mal de trous dans l'effectif, notamment sur le front offensif où il va falloir combler la production de Memphis qui est partie, qui avait l'année dernière je crois 21 buts, 12 passes décisives, quelque chose comme ça. Je vois une équipe qui manque d'efficacité dans les deux surfaces, qui a du mal à concrétiser parfois ses périodes de domination. Et enfin, le gros problème, c'est que je vois une Ligue 1 ultra compétitive avec beaucoup de belles équipes. Donc pour moi, ils seront entre la 5e et la 2e place. Je pense que c'est l'amplitude de l'OL cette saison. J'ai mis 4e, mais ça dépendra beaucoup des performances de leurs rivaux, à commencer à la 3e place par les performances de Nice. Toujours pas de but concédé en 4 journées, même on va dire 4,8 journées si on compte les 75 minutes contre l'OM. Toujours pas de but concédé, très efficace devant aussi, il n'y a pas besoin de 1000 occasions pour marquer. Ils ont le deuxième ratio le plus élevé de buts par tir. Le premier pourcentage de dribble réussi aussi, ils ratent très peu de leur dribble. Tout ce que fait Nice en fait, ça respire l'efficacité, et pour moi ça c'est vraiment la patte Galtier. Globalement on a une équipe qui dégage une maîtrise impressionnante, et quand tu as cette capacité à être très solide, très efficace, tout en ayant le talent qu'il faut dans ton effectif pour te procurer des situations vraiment sur 90 minutes, tu vas loin. Et quand je vois le niveau actuel de Gouiri, niveau de Gouiri cette saison impressionnant, le niveau de Kasper Dolberg qui n'est pas toujours ultra visible mais qui est un vrai tueur, le recrutement dans ce secteur en plus d'Andy Delors, de Justin Kluivert, de Calvin Stengs, et puis derrière cette belle charnière Todibo, Dante, l'expérience de Mario Lemina. Il y a un superbe effectif à Nice, c'est tout, il est conduit par un superbe coach en plus, c'est les 2 points les plus importants qu'on a soulevés tout à l'heure pour parler de Monaco. Dommage, bien sûr, que cette équipe doive se battre, alors non seulement contre des rivaux qui sont très costauds, mais aussi contre une partie de ses supporters, l'événement contre l'OM, qui lui aura coûté un point de retrait, et puis en plus, un match à rejouer contre un adversaire direct que tu étais en train de gagner à 15 minutes de la fin. Vraiment dommage pour Nice, espérons que ce ne soit pas des points qui manquent en fin de saison. Mais je vois une équipe qui est capable de jouer vraiment les tout premiers rôles entre la 2e et la 4e place, et ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nice vraiment à ce niveau de performance. C'est mérité, ils ont une super belle équipe, et c'est toujours un plaisir de les voir jouer. Donc voilà pour Nice. À la 2e place du coup, bon je pense que le reste de ce classement est assez lisible. À la 2e place, j'ai mis l'OM. J'ai fait une analyse entière, j'ai consacré une analyse entière à l'OM il y a quelques semaines. Est-ce qu'ils vont faire une grande saison? C'était la question qu'on se posait. La réponse, pour aller très vite, pour moi c'est oui. C'est la 2e équipe avec le plus de buts cette saison au bout de 5 journées, mais aussi la 2e équipe avec le plus de tirs. Ils produisent un football offensif débridé, un goût pour la pression aussi dans la moitié terrain adverse. Un super mercato marseillais, Pau Lopez, Saliba, Balerdi confirmé, Luan Pérez, Lirola confirmé, Guendouzi, Gerson, Aminarit, Konrad de la Fuente, Under, ils se sont renforcés en qualité et en quantité. Le tout coaché par Sampaoli, avec Dimitri Payet qui a l'air parti pour faire une top saison, avec des surprises comme le petit Bamba Dieng aussi, son match XXL contre Monaco ce week-end. Ça donne une armada impressionnante, à la fois un gros réservoir quantitativement, mais des joueurs qui sont qualitativement forts, impressionnants, et qui débordent d'enthousiasme en plus, un effectif qui déborde d'enthousiasme. On sait que l'OM est jamais aussi bon que lorsqu'il est porté par cette énergie, par cet optimisme, avec en plus le retour du public au Vélodrome cette saison. Voilà, forcément, l'exercice 2021-2022, il va être long, mais je vois pas de raison que l'OM ne retrouve pas la Ligue des Champions. Même en Europa League, il pourrait faire un parcours assez intéressant. Il joue contre la Lazio dans quelques semaines. C'est un match que je suivrai avec beaucoup d'intérêt. Je les avais mis très haut dans mon classement des équipes à suivre cette saison. J'avais fait une vidéo consacrée à ça. Le top 10 des équipes à suivre, c'est assez logique qu'on les retrouve à la 2e place de mon classement de Ligue 1. Et donc juste derrière, bien sûr le Paris Saint-Germain, sans grande surprise, qui sort d'un des mercatos les plus fous de l'histoire, qui reste sur la blessure de l'an dernier, en plus, ce titre perdu, lâché à Lille. Donc voilà, ils seront très forts, très motivés. Comment est-ce qu'on peut mettre le PSG ailleurs que premier? Et dans cette optique, on les imagine fournir vraiment les efforts nécessaires pour remporter un titre qui devrait être une formalité. Ils ont déjà pris un peu d'avance en plus avec 5 victoires sur les 5 premières journées. De toute manière, pour Paris, l'essentiel sera ailleurs et on aura l'occasion d'en reparler, comme vous le savez, avec toutes les analyses consacrées à la Ligue des Champions. Donc voilà pour ce classement, super saison en perspective, j'en toucherai quelques mots à la fin, mais juste avant qu'on se quitte, je voulais aussi vous parler de mon sponsor BetClick qui sponsorise cette vidéo. Si vous souhaitez vous inscrire sur BetClick, bénéficier de leur offre de bienvenue, ils ont 100 € offerts, vous débloquez ce bonus en utilisant le code promo WILOU, ça m'offre en plus une très belle commission à chaque utilisation, ça m'a beaucoup aidé la saison passée, je pense que ça va beaucoup m'aider cette saison aussi, donc n'hésitez pas à le faire si vous avez prévu de parier notamment sur la Ligue 1. La conclusion de cette vidéo, c'est de dire que franchement, on a une
super saison qui nous attend. Je pense que le PSG, Léo Messi, tout ça, ça a été le côté très effervescent de ce mercato. Ça a marqué les esprits, mais derrière cet enthousiasme qui est totalement mérité, j'ai placé le PSG comme mon équipe à suivre numéro 1 cette saison. Mais derrière tout ça, il y a aussi des très belles équipes qui se sont bâties dans le haut de tableau, l'envie de faire du jeu un peu partout, des promus décomplexés, des top coachs, Pochettino, Sampaoli, Kovac, Bosch, Galtier, Hez, Gastien. On a vraiment de bons entraîneurs, une énorme bataille pour le top 4 en perspective où je vois peut-être 7, 8, 9 prétendants, dont 6 qui sont très très forts de mon point de vue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la promesse d'une aussi belle saison en Ligue 1, avec en plus le retour du public, un peu comme en Première Ligue on est servi, et je suis très très heureux. Donc voilà pour tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. La dernière chose aussi que je voulais vous dire, une petite innovation, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre dans votre commentaire de fin de vidéo, n'hésitez pas à faire un petit commentaire avec l'emoji trophée, le trophée doré que j'utilise parfois dans certains titres. Voilà, ça permettra de distinguer les vrais entre guillemets de ceux qui avaient d'autres choses à faire et ça se comprend totalement aussi parce qu'on est sur une super longue vidéo. Mais voilà, vous pouvez me mettre ça en commentaire et ça fera plaisir de distinguer ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette très très longue vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu, à vous abonner pour pas rater tous les contenus qui arrivent sur la chaîne. Moi j'ai presque plus de voix donc je vous dis à bientôt, on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne semaine, bonne journée, bonne soirée. Bisous.